Et on pense souvent que une des stratégies du pouvoir pour se légitimer, c'est de se fonder en nature. Et bon, c'est quelque chose qui est repérable historiquement, qui a eu lieu. Mais il me semble que dans ce cas, on voit quelque chose d'assez étonnant, qui est que la façon dont le pouvoir s'est pensé pour se constituer en tant que tel, c'est pas du tout une fondation en nature. En fait, c'est tout l'inverse. C'est vraiment de s'arracher à la nature, de prendre ses distances par rapport à l'être, hein, à l'ontologie fondamentale, pour s'auto-constituer dans une sphère à part, une sphère qui est vraiment en décalage avec la nature et avec le monde. Salut Guylain Casas, bonjour, bienvenue sur lundi soir, merci d'être là avec Baptiste, invisible, mais qui va parler aussi. On t'invite pour la dépolitisation du monde, le livre là, si tu veux, tu peux le montrer. Un livre assez énigmatique et hyper intéressant, et en même temps étonnant, parce que quand on voit le titre, la dépolitisation du monde, on se dit... Ok, on va peut-être parler du fait qu'il n'y a plus de politique dans ce monde, que je sais pas, tout est devenu gestion, je sais quoi. Et puis on l'ouvre et quoi? On parle des anges au XIIIe siècle, et puis d'un mystérieux homme, Pseudo-Denis l'Aréopagite. Bref, on parle d'un problème de scolastique et de théologie médiévale qui, pourtant, selon toi, en tout cas c'est la thèse de ton livre, est peut-être à l'origine, ou en tout cas une des origines, d'un certain nombre de transformations dans les concepts qui vont servir à fonder, en gros, ou à élaborer la modernité. Et la dépolitisation du monde, en fait, implicitement, ça renvoie aussi à Michel Foucault, c'est-à-dire l'idée que, à partir de la modernité, ce qui apparaît, c'est qu'il y a un retrait de la question du gouvernement de la nature et l'élaboration d'une sphère propre du gouvernement dans le concept d'État. Alors, pour commencer, je pense qu'on peut aller simplement. Comment on passe des anges à la question de la dépolitisation du monde? Comment toi, t'en es venu à te dire, c'est ici qu'il faut que je creuse pour faire une généalogie, en quelque sorte, peut-être, de la modernité? Et est-ce qu'il s'agit de faire remonter dans le temps la date de naissance de la modernité ou autre chose? Merci pour le résumé tout à fait de l'ouvrage. Alors le titre, il vient effectivement de Michel Foucault. C'est la reformulation d'une expression qu'on trouve chez lui dans son cours de 77 au Collège de France, Sécurité, Territoire, Population. Et l'expression originelle, c'est dégouvernementalisation du cosmos. Que j'ai un petit peu reformulé pour le propos, donc en parlant de la dépolitisation du monde. Alors sur la question de comment j'en suis arrivé là, on pourrait faire, disons, tracer deux lignes un petit peu différentes. La première, qui est propre qui est liée à mon parcours universitaire, c'est que j'ai travaillé à un moment, j'ai décidé de travailler sur des questions de théologie, disons dans la perspective assez générale, assez large, d'un travail sur ce qu'on appelle couramment le théologico-politique, et donc sur l'influence des modèles théologiques, en particulier de la théologie chrétienne, sur la politique moderne, sur la grammaire de la politique moderne, les concepts, les structures de la politique moderne. Et donc c'est sur cette ligne-là que j'ai croisé cette figure que tu évoquais avant, donc de Denis l'Aréopagite, qu'on appelle le pseudo-Denis l'Aréopagite. Et il se trouve que c'est un des grands théoriciens de cette branche assez méconnue de la théologie chrétienne qu'est l'angélologie, donc la science des anges, et qu'il a pour systématiser en quelque sorte cette science des anges, forger un concept qui est celui d'hiérarchie, dont on aura sans doute l'occasion d'en reparler un peu.
Et ce qui m'a frappé en le lisant et en lisant un peu les savants, les théologiens qui l'ont commenté, c'est le fait que ce qu'il appelle hiérarchie en fait correspond pas exactement à ce que nous on entend par là, et qu'il y a une sorte d'image assez générale du Moyen-Âge, de la vision du monde au Moyen-Âge, qui est l'idée que les médiévaux auraient eu, enfin les anciens déjà, hein, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, on aurait eu une sorte de vision hiérarchique du monde. Et en fait, c'est cette espèce d'image générale d'une grande vision hiérarchique, d'une hiérarchie cosmique, qui m'a paru un petit peu fautive ou un petit peu imprécise. Et donc c'est vraiment à partir de cette question, en fait, une question d'histoire de la pensée, hein, tout simplement, que je me suis intéressé on va dire, à l'angélologie médiévale. La deuxième ligne, elle vient d'un questionnement, on va dire, beaucoup plus contemporain, qui est lié, pour le dire encore une fois avec des très grandes catégories, au problème du rapport entre la politique et le monde. Et ce qui en quelque sorte, m'a un peu mis la puce à l'oreille, j'ai envie de dire, c'est le fait que un certain nombre dans les mouvements politiques, les luttes sociales qu'il y a eu, on va dire, dans toute la décennie 2010, et puis bon, déjà avant, hein, ça n'a pas commencé là évidemment, mais j'ai vu de façon de plus en plus récurrente et de plus en plus insistante l'apparition du mot monde dans des revendications politiques, dans des slogans politiques, sur des banderoles de manifestations, et notamment cette espèce de petite ritournelle qui est le et son monde. Pendant le mouvement de la loi travail, on était contre la loi travail et son monde, contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et son monde. Et il y a quelque chose qui m'a paru tout à la fois passionnant, intriguant là-dedans, et puis un petit peu bizarre, disons, c'était le fait de prendre un objet aussi massif que le monde, hein, une entité aussi je sais pas, cosmique, métaphysique, enfin que le monde, et d'en faire l'objet d'un énoncé politique, d'une revendication, d'une lutte politique. Et je me suis dit, bon, c'est quand même assez curieux l'espèce de télescopage qu'il y a entre une action très très ancrée, très pratique, très concrète, et cet objet absolument vertigineux qu'est le monde. Et évidemment, là-dedans, se joue aussi bon, la question plus générale de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui très simplement l'écologie politique, hein, qui est l'espèce de nécessité qu'il y a aujourd'hui de penser les questions politiques à l'échelle du monde, et en même temps, dans cette nécessité, j'ai l'impression, nous confronte à une sorte de grande difficulté, voire d'impossibilité, c'est-à-dire qu'on a du mal à articuler ça. Quel est le rapport entre, je sais pas, une lutte sociale, une manifestation, et le monde dans son entièreté, dans sa dimension la plus large. Donc le titre, la dépolitisation du monde, c'est l'idée que la politique est en rapport problématique avec cette notion de monde, et qu'elle s'en retire en quelque sorte, et c'est de ça que tu essayes de faire exactement. Le cheminement historique. Ce que veut dire dépolitisation du monde, c'est l'idée que le monde ne peut pas et ne peut plus, en quelque sorte, faire l'objet d'une visée politique. D'un énoncé politique. D'un énoncé politique. Et donc le rapport entre ces deux lignes, hein, c'est que je suis tombé en travaillant sur cette expression de Michel Foucault qui parle de dégouvernementalisation du cosmos. Et lui, c'est un processus qui se situe en gros au XVIIe siècle. Entre 1580 et quelque chose comme ça, fin 16e, début 17e. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette expression de Foucault, elle nomme assez exactement, assez rigoureusement ce que je crois observer en fait dans la théologie médiévale. Et qu'est-ce que tu observes justement du coup dans la théologie médiévale ? Eh ben une sorte de
lent processus par lequel le monde, en tant que monde, cesse de faire l'objet d'une activité gouvernementale. Et c'est pour ça que dégouvernementalisation du cosmos, ou pour le dire rapidement, dépolitisation du monde, c'est ce processus par lequel on en vient à ne plus pouvoir penser le monde, le cosmos, comme l'objet d'un gouvernement, comme quelque chose qui serait gouvernementalisé par une action de type, et je le dis entre guillemets, mais de type politique. Dans ton livre, tu as évoqué tout à l'heure la hiérarchie des anges, etc. Mais la première partie de ton ouvrage, elle est consacrée à un problème précis et même à un événement qui a l'air complètement, à la fois extrêmement, tellement de détails qu'on se dit quel rapport pourrait y avoir avec la dépolitisation du monde, avec la modernité, qui est le fait qu'à un moment donné, des théologiens vont se poser une question précise, qui est celle de savoir si les anges sont moteurs ou non des astres. C'est-à-dire, est-ce que les anges sont au principe du mouvement des astres ou non, et comment, sur quel mode. Et c'est la réponse à cette question qui, selon toi, fait la scène théorique et conceptuelle depuis laquelle se déploie un certain nombre ensuite de distinctions qui vont opposer le monde et l'espace politique, en tout cas l'espace hiérarchique. Est-ce que tu peux présenter un peu ce débat théorique, qui sont les acteurs? Je crois que c'est une question qui est posée par un certain Verseil en 1271, voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils disent, pourquoi, et quel rapport tu vois entre ça et ce qui viendra plus tard, bien plus tard, au moment où Foucault diagnostique cette dégouvernementalisation du cosmos. Ok, alors je vais prendre la question là, j'essaie de ne pas me perdre au cours de route, donc n'hésitez pas à me rediriger, mais donc on peut partir de ça, effectivement, qui est un peu le point de départ de l'étude, qui est donc une question qui est posée à la fin du XIIIe siècle par un personnage qui s'appelle Jean de Verseil, qui était le frère général, disons le directeur de l'ordre des Dominicains, qui était un ordre très puissant à l'époque. Et donc il adresse une liste de questions dans une démarche qui est une sorte c'est une consultation, ça s'appelle la consultation de Jean de Verseil, qui est une sorte de consulting théologique. C'est qu'il a besoin d'avoir les avis d'experts, donc de théologiens, sur un certain nombre de questions qui posent problème, qui font débat. Et parmi ces questions, il y en a une qui m'a particulièrement intéressé, qui est donc celle que je disais, savoir si les anges sont les moteurs des corps célestes. Alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des questions physiques que ça soulève, mais ce que ça veut dire en gros, c'est de savoir si c'est les anges qui font bouger les astres, les planètes et les étoiles. Alors, pour bien comprendre le sens de cette question et l'intérêt qu'elle peut avoir, il y a deux choses à savoir au moins. Premièrement, c'est que le XIIIe siècle, en Europe et en particulier la fin du XIIIe siècle, est un moment de crise culturelle, théorique et en quelque sorte aussi, on va dire doctrinale, sinon dogmatique, mais en tout cas doctrinale, au sens où les théologiens se posent énormément de questions par rapport à la doctrine chrétienne du fait de la redécouverte de tout le corpus de la philosophie, de ce qu'on appelait à l'époque quasiment déjà les sciences naturelles grecques, qui est en gros donc un corpus, pour aller vite, qui est principalement aristotélicien. Donc au XIIIe siècle, les théologiens chrétiens redécouvrent la philosophie aristotélicienne, et ça pose un nombre considérable de problèmes. Et donc c'est dans ce cadre-là, qui est un cadre assez dur, un cadre de censure
censure des discours, des théories, de condamnation, des positions qui sont adoptées par tel ou tel penseur. C'est dans ce cadre-là qu'on pose cette question. On pourrait se demander pourquoi c'est si important de savoir pourquoi les anges, enfin est-ce que les anges meuvent les astres ou non. Et pour comprendre l'importance de ça, il y a donc un deuxième élément à savoir, c'est que encore une fois, très schématiquement, il y a une idée qui vient d'Aristote, qui est l'idée que les astres seraient mus par ce qu'il appelle des intelligences séparées. On pourrait dire par des espèces d'esprits ou de forces spirituelles. Il y a des forces spirituelles qui sont à l'œuvre dans la mécanique cosmique. Et il se trouve que cette idée d'Aristote, elle a été retravaillée, réappropriée, en gros à partir du Xe siècle, par des penseurs donc aristotéliciens, mais de culture et de religion islamique ou juive. Des gens comme Avicenne ou Maïmonide, qui ont repris cette idée, mais qui l'ont en quelque sorte fondue dans l'imaginaire religieux, et qui se sont dit, en fait, ces espèces de forces spirituelles dont parle Aristote, c'est ce que dans la religion on appelle les anges. Et donc il existe toute prête, en quelque sorte, une théorie tout à fait commode, qui est l'idée que des anges meuvent les corps célestes. Mais alors s'il y a une certaine évidence de l'association aristotélicienne, intelligence qui meuvent les corps célestes, et le fait que ces intelligences pourraient être les anges, on pourrait les identifier aux anges, pourquoi alors ça commence à faire problème? Alors ça fait problème pour un certain nombre de raisons, mais qu'on peut globalement résumer dans cette idée que, en fait, le texte, du côté de la religion chrétienne et de la théologie chrétienne, en fait, les sources, à la fois les sources bibliques et les sources théologiques plus anciennes, donc ce qui est toute la patristique, la doctrine des pères de l'Église qui s'est développée dans l'Antiquité tardive, les sources théologiques ne disent rien en fait sur ce problème, ne permettent pas de trancher. Ou pas grand-chose. Il y a des éléments, mais c'est une sorte un peu de point aveugle, d'angle mort de la théologie. Et donc il y a un besoin, à partir du moment où, au XIIIe siècle, alors ce que j'ai oublié de dire, pardon, je le précise là, mais c'est le fait que la lecture de la philosophie aristotélicienne, je disais, c'est ce que les penseurs à l'époque ont appelé des sciences naturelles. C'est qu'en fait, la matrice conceptuelle de ce qu'on identifiait comme étant scientifique à ce moment-là, en fait, c'était le corpus grec qui est passé par les traductions en arabe. Et c'est ce corpus-là qui était en quelque sorte qui posait le niveau de scientificité d'un discours. Et donc la théologie chrétienne s'est aussi confrontée à ça pour essayer de se constituer comme science. Le grand développement de ce qu'on connaît un peu de la pensée médiévale, c'est-à-dire la scolastique, ces espèces de grandes sommes avec des arguments très précis, très pointus, ça se fait au XIIIe siècle. C'est-à-dire au moment de cette confrontation et de ce qu'on peut appeler cette scientifisation du discours théologique. C'est encore science avec des guillemets, pas du tout au sens de la science moderne. Mais... Donc, pardon, j'enferme cette parenthèse. Les théologiens ont eu besoin de se confronter à ce type de discours très, très articulé, très conceptuel, à partir d'une sorte d'angle mort de la doctrine. Et donc ça pose problème simplement parce qu'il y a une sorte de vide ou de flou et qu'il faut décider quelque chose, il faut trancher. Maintenant, là où ça devient particulièrement compliqué pour les théologiens chrétiens d'adopter cette théorie qui existait dans le monde méditerranéen généralement et donc dans le monde islamique, dans le monde juif, même si elle n'était pas portée par des théologiens, ça c'est important, c'est des philosophes qui ont élaboré cette doctrine. Mais la grande difficulté, c'est ce que
j'essaie de montrer, c'est un peu là que les choses commencent, c'est que l'angélologie chrétienne, elle est régie, codée par un concept très très important qui est celui d'hiérarchie. Et moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est la grande difficulté qu'il y a eu au XIIIe siècle d'essayer de formuler une théorie cosmique, donc avec cette idée d'ange moteur, à partir du moment où en fait les anges, le monde angélique, était pensé comme une hiérarchie. Et c'est cette inadéquation entre le concept de hiérarchie et l'idée de monde qui me semble poser problème à ce moment-là. Et c'est ça que j'ai essayé de déployer. Mais ce qui est vraiment intéressant dans le livre, avant d'entrer peut-être dans le détail de pourquoi ça a bloqué ce concept de hiérarchie, c'est vraiment qu'on sent que c'est des grands courants de fond, dans le sens où c'est une compatibilité entre un corpus philosophique qui arrive des Arabes, la théologie, et comme tu dis, voilà, une sorte de mise aux normes scientifiques d'un discours, et une sorte de consultation à travers toute l'Europe des grands experts. Et je trouve que ça permet de sortir un petit peu les questions théologiques de l'anecdotique, dans le sens où on se rend bien compte que c'est pas du tout des individus isolés qui seraient enfermés dans des spéculations abstraites, mais c'est vraiment quelque chose d'institutionnalisé, de très large à travers toute l'Europe. Je sais pas, les dominicains, ils sont installés dans tout un tas de pays. Comment ça... Enfin, disons qu'il y a vraiment... Il y aurait presque une sociologie un petit peu de fond sur ces grandes plaques-là. Comment est-ce que ça avance, comment ça structure tout un champ de questions, tout un tas de discours, quoi, beaucoup plus large que simplement des petits points de détail. Alors, oui, c'est ce que j'essaye de mettre en évidence, mais en fait, c'est un peu un équilibre à tenir, c'est-à-dire que c'est un point de détail. Je veux dire, c'est une question qui est assez microscopique, et la question dont je parle, c'est dans une longue consultation qui comprend, je sais plus, il me semble, quasiment une centaine de questions qui sont posées. Donc, c'est en même temps un point de détail, mais c'est le genre de point de détail qui fait que qui engage quand même des décisions importantes. Ce que je disais encore une fois, c'est que d'un point de vue, comme tu disais, sociologique, ce qui est en jeu là, c'est la possibilité de prononcer certains énoncés ou non dans certains lieux, notamment à l'université. Est-ce qu'on a le droit de soutenir telle position dans un texte, dans un cours, c'est-à-dire dans la formation donc des théologiens et du personnel ecclésiastique. Et donc, il y a ces enjeux très 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 précis, oui, véritablement institutionnels, hein, qui sont des enjeux de pouvoir, mais qui sont liés intrinsèquement à des enjeux de doctrine. Et ces enjeux de doctrine, ils croisent un autre type d'histoire qui est celle des textes, de la traduction des textes, des mouvements des textes, hein, encore une fois, le corpus grec, aristotélicien, qui passe par ce qu'on appelle très rapidement le monde arabe, hein, mais donc par des penseurs, encore une fois, musulmans, juifs, et qui revient en Europe en étant passé par là. Donc en fait, il y a à la fois ces enjeux institutionnels, qui sont aussi des enjeux d'histoire des textes et d'histoire des idées, et qui sont aussi des enjeux en quelque sorte géographiques, géopolitiques, si on veut, au sens où c'est en fait toute la culture de l'Europe et du bassin méditerranéen donc confrontée au Moyen-Orient, à l'Afrique du Nord, enfin dans toute cette terre-là, que les choses circulent. Donc il y a un peu tout ça qui se télescope sur cette petite question. Tu veux continuer Non, vas-y. Je voulais du coup entrer dans cette petite question. Si on la synthétise au maximum, cette question c'est les anges sont-ils des forces physiques, c'est-à-dire font-ils se déplacer les astres d'un côté, donc science naturelle, les anges sont-ils des forces naturelles, quoi, en quelque sorte. Et l'autre question qui vient mettre en problème celle-là, c'est celle du fait que les anges ils sont dans un rapport entre eux qu'on appelle la hiérarchie. Et
Du coup, si on synthétise de manière très abstraite, il y a un problème qui peut être posé depuis un contexte des sciences naturelles, aristotéliciennes, et un autre contexte qui est celui de la hiérarchie des anges, de la théologie un peu mystérieuse de Denis l'Aréopagite. Du coup, la question que j'ai envie de poser, c'est en quoi le fait que les anges sont dans la tradition dionysienne, c'est-à-dire celle qui vient de Denis l'Aréopagite, le fait qu'ils soient structurés ou organisés selon un mode qu'on va dire hiérarchique, et qu'est-ce que ça veut dire hiérarchique, implique d'une certaine manière de trancher la question de savoir si oui ou non les anges sont des forces naturelles, des forces physiques, par la négative, c'est-à-dire de dire finalement, je crois que c'est en 1276 ou quelque chose comme ça, que les gens s'entendent pour dire maintenant, à partir de maintenant, en théologie, on ne parle plus d'anges qui sont des forces physiques. Ce sera en théologie, on parle de hiérarchie si on veut, mais on ne parlera pas de forces physiques. Ce qui fait que du coup, d'une certaine manière, ma question c'est, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe quand, au fond, l'angélologie devient une théorie de la hiérarchie, et implicitement une théorie du pouvoir, et plus une théorie qui pourrait avoir des choses à dire à la physique, ou sur la physique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment ce dénouage se produit? Pourquoi on a répondu non? Et, bon, ça ce sera pour après, mais c'est passionnant de savoir pourquoi le concept de hiérarchie que tu trouves est pas celui qu'on connaît, et pas celui qu'on a l'habitude de voir, et pourquoi aussi, à cette époque, en réalité, dans le monde médiéval, on ne conçoit pas le monde, le cosmos, la physique, à travers le concept de hiérarchie. Bon, d'abord, ce débat, comment la hiérarchie vient séparer, exclure le cosmos, en quelque sorte, de son champ d'intérêt, pourquoi la théologie devient une théorie politique, en fait. Alors, sur le concept de hiérarchie et son lien à la politique, c'est quelque chose qu'avait épinglé... Alors, c'est pas du tout... c'est quelque chose qui avait été un petit peu travaillé dans l'histoire de la pensée médiévale, mais finalement assez peu, et qui a été épinglé par Giorgio Agamben dans Le règne et la gloire. Il y a tout un chapitre du règne et la gloire qui s'appelle Bureaucratie céleste, où il fait passer sa généalogie de la gouvernementalité moderne, il l'a fait passer par l'angélologie. À un moment, ça s'ancre dans des questions trinitaires dans le fond, mais il y a un bref passage par l'angélologie. Et ce travail sur la hiérarchie a été amplifié dans les travaux qu'il a fait avec Emanuele Ecochea autour de l'angélologie. Et donc c'est aussi à partir de ces fondations-là que j'ai élaboré mon propos et mon travail. En essayant de creuser une dimension, disons, supplémentaire et de la développer pleinement, qui est le rapport entre, en quelque sorte, une généalogie politique, une généalogie des catégories politiques, donc qui passerait ou remonterait à l'idée de hiérarchie, doubler ça par le lien que ça peut avoir à la question du monde, pour les raisons que j'évoquais tout au début de la discussion. Et ce croisement, il a lieu, ce croisement entre les deux questions, il a lieu au XIIIe siècle, et sous une façon bizarre, qui est que le moment où en même temps on croise ces deux lignes, la ligne, je vais le dire très rapidement, la ligne gouvernementale et la ligne cosmique, c'est aussi le moment où en fait on se rend compte que ça va pas fonctionner ensemble, et qu'on les sépare. Alors, pourquoi ? C'est que le concept de hiérarchie, il veut dire très littéralement pouvoir sacré. C'est fait avec arché et hieros. Hieros c'est sacré, arché en gros le pouvoir. Alors on pourrait dire que dans
la théorie donc de Denis l'Aréopagite, c'est un théologien assez mystérieux. Hein, lui, c'est quelle époque? C'est fin 5e, début 6e. Et donc c'est un nom, en fait, c'est un pseudonyme, hein, c'est un nom d'emprunt qui vient en fait de la Bible. Et donc c'est un corpus assez mystérieux. Et c'est de lui que vient le concept de hiérarchie. C'est de lui que vient le concept de hiérarchie. Le terme de hiérarchie, en fait, n'est pas utilisé dans le grec ancien, et les premières occurrences qu'on connaît du mot hiérarchie lui-même, hein, il invente un concept, mais il invente un mot, en fait. C'est ce moment-là, en fait, c'est ce qu'on appelle le corpus dionysien, donc les textes de Denis l'Aréopagite. Donc ça, c'est l'origine du mot qu'on utilise aujourd'hui, en quelque sorte. Même avec des ruptures. Mais... Ouais, ça vient de là, c'est un concept qui est d'abord donc un concept théologique, et qui est défini par Denis l'Aréopagite. Alors, il y a une définition assez simple, hein, c'est qu'il dit, en gros, la hiérarchie, c'est de l'ordre, et il dit c'est un ordre sacré, c'est une science, une connaissance, et c'est une activité. Si tu veux, j'ai la définition précise, j'ai pris en note, celle que tu peux nous la lire. Cites dans ton livre. La hiérarchie en tant qu'action, science et ordre, donc les actions, science et ordre, dessine précisément... Ah non, pardon, excuse-moi. Ça, c'est toi qui écris. Excuse-moi. Voilà. La hiérarchie est, selon moi, un ordonnancement sacré, une science et une opération assimilée autant que possible au déiforme et reconduit analogiquement aux illuminations qui lui sont données par Dieu à l'imitation de Dieu. Donc c'est extrêmement cryptique comme définition. Effectivement, c'est assez cryptique. Et ce qui fait qu'il y a une sorte de flou quand on lit le pseudo-Denis, c'est que, pour le dire bêtement, on ne sait pas très bien de quoi il parle. Et donc l'idée même de hiérarchie, on a un peu du mal à comprendre ce que c'est, parce que, alors c'est une pensée qui est assez compliquée, parce qu'elle est pleine il emprunte énormément en fait à la métaphysique grecque néoplatonicienne tardive. Et donc on a l'impression d'une sorte de mélange entre une métaphysique très... Alors bon, pour le développer pleinement, faudrait rentrer dans la question du néoplatonisme, mais on ne va pas faire ça là, mais on peut simplement se donner l'idée que il y a une théorie, une métaphysique très structurée, très ordonnée, dans laquelle il y a des couches de réalité, hein, avec un premier principe qui donne des principes intermédiaires, etc. Donc on a cette sorte de vision très stratifiée de la réalité, et dans une matrice conceptuelle de ce genre, il introduit l'idée de hiérarchie. Si bien qu'il y a une sorte de flou, on peut se demander, mais en fait, est-ce que hiérarchie, c'est pas cette espèce de grande vision stratifiée, hiérarchisée de la réalité. Et il se trouve que si on le lit précisément, je rebondis sur la définition que tu nous as lue, on se rend compte qu'il dit quand même quelque chose d'assez précis. Il dit que c'est de l'ordre, mais c'est un type d'ordre particulier, c'est un ordre sacré, et c'est de la connaissance et de l'activité. Et donc, c'est ce nœud entre de la connaissance et de l'activité, de la pratique et de la théorie, dans un ordre qui est sacré, et c'est ce nouage-là de ces différentes composantes pour un but qui est défini précisément, même si c'est un peu critique, mais qui est l'imitation du divin et l'assimilation au divin. Alors, si on le dit simplement et d'un trait, ce dont il parle en fait, c'est de l'institution sacrée, ce qu'on appelle tout bêtement l'Église. L'Église comme institution dans laquelle un ensemble de savoirs, d'activités sont mis en ordre pour permettre à des êtres, à des créatures, de se lier au divin. Et il se trouve que quand on regarde parce que évidemment ce texte de Denis qui est
qui est encore une fois très difficile à lire, il a été énormément commenté au Moyen-Âge. Et en fait, c'est quand on regarde les commentaires médiévaux de ce texte, on se rend compte que en fait, c'est à cette ligne-là qu'ils ont été très très sensibles. Et là où on pouvait se dire encore que chez lui, il y a une sorte de grands principes hiérarchiques qui ordonnent un peu le monde, en fait, chez les commentateurs médiévaux, ça devient très clair que ce dont il est en train de parler, c'est d'une affaire très très pratique. Ça, c'est un point fort de ta démonstration, c'est que tu montres vraiment qu'il y a un découplage presque total entre, au lieu du concept de hiérarchie, entre ce qu'est une chose et ce qu'elle peut opérer. Et pour faire un court-circuit un peu brutal, ça donne presque une sorte d'éthique du fonctionnaire, dans le sens où c'est pas ce qu'est la personne qui définit ce qu'elle peut faire, mais c'est sa place dans l'institution qui va l'autoriser à faire un certain nombre d'actions. Donc on peut, voilà, l'exemple d'avoir des gens complètement médiocres, minables, effondrés, etc., qui, parce qu'ils peuvent donner un coup de tampon, sont capables de déplacer des choses colossales. Et il y a vraiment ce découplage-là, très fort entre la nature d'une chose et ses opérations, quoi. Ouais. Alors ça c'est effectivement un point très important, parce qu'il permet vraiment de distinguer les lignes. C'est le fait que, alors pour commencer par un fait de langue très simple, c'est que l'expression hiérarchie cosmique ou hiérarchie métaphysique ou hiérarchie naturelle ou ce genre de choses en fait n'existe pas au Moyen-Âge. C'est un point, je le dis par rapport à ce que je disais au début, hein, on a cette idée que la vision du monde était hiérarchique voilà, avant l'époque moderne. Alors on a l'impression qu'on voit à peu près de quoi on parle, mais en fait si on s'en tient à la rigueur des termes, ça n'a aucun sens de dire ça pour le Moyen-Âge. Encore moins pour l'Antiquité, parce que dans l'Antiquité on ne parlait pas d'hiérarchie tout simplement, et au Moyen-Âge ça n'a aucun sens de dire ça, parce que les médiévaux eux-mêmes n'utilisent jamais cette expression et disent même tout le contraire. Et en fait ce que recouvre l'inexistence, l'absence de cette expression de hiérarchie cosmique, c'est le fait que, oui, en fait, la hiérarchie parle de questions. Enfin, la hiérarchie est un concept qui sert à penser des questions pratiques. Comme tu disais, hein, c'est des questions qui sont liées aux opérations que peut faire un être et non pas à l'être en tant que tel. Et donc, en fait, c'est une théorie du pouvoir. Alors, la question que tu pointais, hein, qui est l'espèce de hiatus, de décalage qu'il peut y avoir entre le pouvoir qu'est accordé à un être et son essence ou sa nature, hein, qui culmine dans ce paradoxe du fonctionnaire médiocre. En fait, elle existe. Alors il se trouve qu'elle est posée pour des questions précises, même d'ecclésiologie, hein, c'est-à-dire que dans la théologie médiévale, c'est demandé en fait quel degré de grâce, de charisme, etc. un prêtre doit avoir pour pouvoir exercer les sacrements. Alors il y a des débats innombrables à propos de ça, hein, et il y a chez Denis, on trouve un de ses textes qui est une lettre dans laquelle il critique vertement son interlocuteur qui aurait transgressé son rang hiérarchique en raison de sa supériorité, disons, morale ou spirituelle. Et lui dit non, la loi de la hiérarchie, elle est implacable en fait. Un inférieur ne peut pas se permettre de prendre la place d'un supérieur ou de faire ce que fait un supérieur, quand bien même par nature il serait fondé à le faire. Et donc cette ligne, elle existe dans des questions vraiment très précises, hein, qui sont liées à des questions ecclésiastiques, mais elle a un fond angélologique. En fait, ça vient de l'angélologie, parce que c'est l'institution ecclésiastique, elle a son modèle spirituel, si on veut, et dans la réalité angélique, c'est-à-dire que la première église, avant d'être une hiérarchie terrestre, ecclésiastique, c'est une hiérarchie angélique. Et donc ça se joue d'abord au niveau des anges, cette question, qui est la distinction entre ce qui sont par nature et ce qui sont dans leur activité, dans leur opération. Et en fait, hiérarchie, c'est le nom
de la réalité angélique, dans la mesure où elle est pensée de façon opérative, avant tout. Et d'ailleurs, dans le texte, il y a vraiment... bon, alors c'est à la fois un lieu commun théorique, mais en même temps quelque chose d'assez beau, qui va un peu contre-intuitif par rapport à notre conception ordinaire ou sens commun de la hiérarchie. Nous, on se représente quoi? On se représente une verticale, une pyramide, avec des gens les uns... Et en fait, si on lit les textes, tu le disais dans une discussion, la hiérarchie, c'est plus une boucle ou un réseau de communication ou de propagation de lumière. Il y a une source de lumière qui est réfléchie par une surface, qui est une sorte de miroir, et qui, en tant qu'elle brille, elle est passive. En tant qu'elle brille, ça veut dire qu'elle reçoit la lumière et qu'elle reçoit l'autorité supérieure sur elle. Et en tant qu'elle illumine autre chose, parce qu'elle est un miroir et que du coup elle repolarise la lumière sur une autre réalité, elle est active. Et qu'il y a tout ce rapport d'activité et de passivité qui est métaphorisé par la lumière. Peut-être je peux lire une des citations de Hugues de Saint-Victor, qui est assez belle, même si... qui permet de montrer que, d'une certaine manière, le concept de hiérarchie, c'est une hiérarchie de quasi optique, de communication de la lumière, de miroitement, qui n'a pas de rapport avec nos métaphores un peu architecturales, pyramidales. La lumière est unique, et le bien est un. Et plusieurs sont les choses qui luisent et participent à l'unique bien et l'unique lumière, et en cela qu'ils participent, ils sont un, rassemblés dans l'un, et reconduits à l'un, et confrontés à l'un. Et toi tu commentes, la lumière que se renvoient tous les participants, tels des miroirs recevant la lumière de l'un pour en illuminer un autre, ne fait donc que symboliser des rapports de pouvoir. Et c'est assez fascinant. Par ailleurs, tu parles de bouclage, de choses comme ça. On a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de... La hiérarchie, c'est presque la communication optique, enfin, c'est presque la fibre optique, le passage de l'information à travers la lumière, Et bon, non mais c'est grave intéressant de voir que c'est pas du tout le même modèle que nous on a un peu au 19e siècle, la hiérarchie, mais c'est un rapport beaucoup plus dynamique. D'ailleurs, je crois que tu parles de totalité dynamique de pouvoir ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux, du coup, à partir de ça, revenir sur cette espèce de causalité particulière de la hiérarchie? Genre ce pouvoir sûr, mais qui est en même temps un pouvoir qu'on a. Et par ailleurs, je rajoute une autre question. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, la hiérarchie, c'est théorisé de manière à dire qu'elle est toujours un peu intrinsèquement... que le pouvoir est toujours intrinsèquement légitime. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de hiérarchie s'il n'y a pas une légitimité et une rationalité de ce pouvoir. Ce que tu dis en citant... il me semble, Jean Scott et d'autres, ou Alain Delille surtout, Alain Delille, cette idée que la hiérarchie concerne un espace bien particulier qui va exclure par exemple ceux qui n'ont pas de rationalité, comme les animaux, ou ceux qui n'utilisent pas le pouvoir de manière légitime, donc les tyrans, ou ceux qui... ou les démons qui n'ont pas... qu'est-ce qu'ils n'ont pas, les démons les démons, ils ont pas quoi, la légitimité, ils sont pas sacrés. Oui, ils sont pas sacrés, voilà. Bon, bref. Du coup, est-ce que tu peux revenir, sur cette causalité particulière qu'est la causalité hiérarchique, le fait qu'elle saute, et deux, le fait qu'en fait, elle est toujours pensée comme déjà légitime, voire désirée. C'est-à-dire qu'en gros, chaque individu qui compose cette hiérarchie, pour pouvoir participer à la hiérarchie, doivent avoir une sorte de désir de conversion à cette hiérarchie. Et ça, c'est vraiment des éléments qui m'ont hyper intéressé, parce que j'ai l'impression que c'est une théorie simultanément du pouvoir, avec sa causalité propre, mais aussi de la légitimité de ce pouvoir qui est intrinsèque à son fonctionnement. Bon, bref, voilà. Alors, c'est bien que tu cites Hugues de Saint-Victor, parce que c'est un peu un pivot pour essayer de comprendre cette question. C'est qu'en gros, donc, Hugues de Saint-Victor, il commente, c'est un théologien du XIIe siècle, et c'est pas le premier, mais c'est quand même un des premiers grands commentateurs donc des écrits dionysiens, et c'est en quelque sorte à partir de lui que les penseurs médiévaux ont mieux compris les textes de Denis. D'ailleurs,
une des versions du texte de Denis qui était la plus lue et la plus commentée au Moyen-Âge. En fait, c'est un texte qui est accompagné de commentaires. Et dans ces commentaires, il y a celui du duc de Saint-Victor. Donc les médiévaux au XIIIe siècle ont lu Denis vraiment à travers les lunettes de Hugues de Saint-Victor. Et Hugues de Saint-Victor, en fait, il est particulièrement important parce que c'est lui qui introduit de façon très très claire la catégorie de pouvoir pour comprendre l'idée de hiérarchia. Les penseurs latins ont traduit hiérarchia assez littéralement en disant c'est un sacer principatus, donc un pouvoir sacré. Mais encore une fois, il y a, sur le terme arché, il y a cette petite hésitation qui est de savoir est-ce qu'on parle de principe sacré, de pouvoir sacré. Et en fait, Hugues de Saint-Victor introduit la notion de potestas de façon très explicite, très claire, en disant la hiérarchie, en fait, c'est du pouvoir. Et en faisant ça, il dit une chose qui est absolument décisive, c'est qu'il dit que en reprenant cette image de la lumière que tu lisais tout à l'heure, qui elle aussi peut être ambiguë, parce que c'est en quelque sorte c'est une métaphore. Qu'est-ce que c'est que la lumière divine qui circule? Et bien en fait, Hugues de Saint-Victor dit assez clairement cette lumière qui circule, c'est alors c'est de la connaissance, si on veut, mais qui passe par du pouvoir, par des opérations de pouvoir, des opérations de transmission de supérieurs à des inférieurs. C'est comme une information qui circule, et qui circule par des canaux qui sont tout à fait organisés. Et en disant ça, en fait, il dit que la participation au divin, c'est-à-dire la divinisation de la créature, en fait, n'est pas un processus naturel. C'est pas par son être que la créature participe au divin, remonte au divin en quelque sorte, mais par la hiérarchie. C'est-à-dire que c'est par sa participation au pouvoir que la créature participe au divin. Et là, il y a quelque chose d'absolument décisif. C'est comme s'il y avait on pourrait dire, il y a une causalité directe qu'on peut appeler rapidement naturelle, ou disons plus généralement ontologique, qui est que le divin crée des êtres, mais ce par quoi les êtres remontent vers le créateur, vers leur origine, c'est pas le même circuit. Et il y a ce pas de côté, ce décalage, qui est qu'en fait, c'est en participant au pouvoir, c'est-à-dire en étant à la fois en recevant un pouvoir, en étant l'objet d'un pouvoir, et en l'exerçant à son tour, qu'on participe, qu'on remonte au divin. Et donc c'est effectivement une causalité, je ne sais pas si, dans la rigueur des termes, si c'est ce concept-là qu'il faudrait utiliser, mais c'est une autre causalité, c'est un autre plan. Celui de la grâce, en quelque sorte. Celui de la grâce, on pourrait le penser aussi comme la distinction entre la nature et la grâce. Et ce décalage, il est absolument déterminant, parce qu'à partir de là, les théologiens, une grande partie en tout cas des théologiens, parce que bon, tout ça, ça se passe dans des débats, dans des questions qui ne sont pas tranchées encore, mais une grande partie des théologiens va dire non, en fait, la hiérarchie n'est pas une catégorie naturelle, n'est pas une catégorie ontologique ou métaphysique, mais c'est lié à la grâce, à la circulation de la lumière comme circulation de la grâce, c'est lié à l'exercice du pouvoir. Ça, c'est dit très clairement. Un des théologiens qui est vraiment représentatif de cette position, c'est Albert le Grand, qui est un théologien dominicain, à qui donc Jean de Verseil, dont on parlait tout à l'heure, a adressé sa question sur les anges. Et il demande... il adresse sa question à trois très grands théologiens qui sont Thomas d'Aquin, Albert le Grand et Robert Kilwardby. Il demande donc est-ce que les anges meuvent les corps célestes, et Albert le Grand répond très très explicitement
Non, les anges, ils sont dans la hiérarchie, ils s'occupent de réalités sacrées, ils n'ont rien à voir avec les processus naturels, comme le mouvement des cieux, comme la mécanique céleste et cosmique. C'est ça le point important de toute cette histoire, c'est que la tentative de faire tenir ensemble les anges et le monde, donc d'avoir une sorte de politisation du cosmos et de cosmos politique, cette tentative-là, elle s'appuie sur le concept de hiérarchie, et qui est en fait la planche pourrie de toute cette histoire, puisque c'est justement ce qui leur permet pas de faire ce qu'ils veulent faire. Et donc ça a des conséquences très fortes, dans le sens où d'un côté on aura une activité qui est politique, mais qui est découplée de la nature, et de l'autre une physique naturelle, et qui est découplée de l'action politique. Et donc d'un côté, tu montres que ça donne, l'angélologie devient une angélologie politique, et ça donne une théorisation, et là on peut peut-être venir là-dessus, de l'Église puis de l'État, avec une théorie du progrès que tu situes très tôt en fait, avec l'idée que les ordres religieux vont amener le genre humain à une forme de perfection, donc une idée de progrès qui est complètement découplée de la nature des choses, et de l'autre, une nature qui est à la fois muette, puisqu'elle est plus affaire d'activités humaines, politiques qu'on pourrait saisir, et en même temps complètement théologisée, où tu remontes, ce qui est assez fort d'ailleurs, puisque tu arrives à... Enfin, tu montres qu'il y a des métaphores du dieu horloger dès le XIVe siècle, avec l'idée que Dieu aurait fait le cosmos pour qu'il tourne d'une manière presque automatique, sans l'intervention de forces extérieures. Peut-être c'est ces deux lignes-là. Ouais, exactement. Alors c'est bien, tu le résumes et synthétises mieux que je ne le ferais. Mais pour rebondir sur la deuxième partie de ta question et en venir à ça, dans cette espèce de deuxième circuit qui est celui du pouvoir, qui est explicitement pensé en ces termes, effectivement il se joue quelque chose de l'ordre de la légitimation et l'auto-légitimation du pouvoir. Et on pense souvent que une des stratégies du pouvoir pour se légitimer, c'est de se fonder en nature. Et bon, c'est quelque chose qui est repérable historiquement, qui a eu lieu. Mais il me semble que dans ce cas, on voit quelque chose d'assez étonnant, qui est que la façon dont le pouvoir s'est pensé pour se constituer en tant que tel, c'est pas du tout une fondation en nature. En fait, c'est tout l'inverse. C'est vraiment de s'arracher à la nature, de prendre ses distances par rapport à l'être, à l'ontologie fondamentale, pour s'auto-constituer dans une sphère à part, une sphère qui est vraiment en décalage avec la nature et avec le monde. Et ce que donne à voir en fait ces questions de théologie médiévale, c'est que le pouvoir ne se fonde pas dans le monde. Alors évidemment il a une origine transcendante qui est Dieu, on est en théologie, mais ce qui est très frappant, c'est que il se fonde en Dieu, pas du tout comme en un principe ontologique, mais comme vraiment une source de pouvoir. Et en fait, ce décalage-là, il permet de comprendre quelque chose d'assez fort, qui joue énormément dans la modernité, en fait, qui est la séparation entre le domaine politique et le domaine naturel. Mais là, il y a une question qui me vient comme ça, je ne sais pas du tout si elle est pertinente ou pas, mais d'une certaine manière, du coup, le pouvoir, là, il est pensé à partir de Dieu, mais pas du Dieu créateur. En gros, il n'est pas pensé à partir de l'idée que le pouvoir va produire un monde. Il est pensé à partir de l'idée qu'on va diffuser ou propager quelque chose qui est le sacré, le divin, la grâce. Et du coup, d'une certaine manière, on pourrait aussi le lire comme justement quelque chose de pré-moderne et de pré-prométhéen, au sens où on va penser à un pouvoir fonctionnaire qui fait passer des fonctions, des opérations, etc., mais qui ne transforme pas, ou qui ne produit pas, ou qui ne creuse pas la terre, qui ne fabrique pas des architectures, des rues,
Bref, en gros, c'est juste, ça m'est venu comme ça, genre, j'ai l'impression que d'un côté, effectivement, il y a un truc très moderne d'autonomisation de la sphère de la grâce comme sphère du pouvoir hiérarchique, et en même temps, il n'y a pas ce que, par exemple, Méziane pourrait appeler des états fossiles, des états qui produisent, qui utilisent de l'énergie, qui produisent des flux, qui transforment, etc. Alors, par rapport à ça, donc il y a une distinction à faire, hein, qui est que en Dieu il y a un pouvoir de création qui est celui qui crée les choses, et il y a un pouvoir de gouvernement. Alors sur cette distinction création et gouvernement, Agamben et Kocher ont développé assez largement, hein, des choses très très intéressantes là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressé plus précisément, c'était de montrer comment cette distinction-là, en fait, elle a amené les théologiens médiévaux à démembrer en quelque sorte une sorte de grand paradigme qui serait celui de gouvernement du monde. La providence. Et voilà, qui est en fait l'autre nom de la providence, en quelque sorte le nom technique de la providence. Et ce que disent les théologiens, c'est finalement, c'est dans gouvernement du monde, gouvernement et monde sont deux réalités tout à fait hétérogènes. Ce qui fait qu'en fait, l'idée de gouvernement, le gouvernement du monde ne peut pas du tout être quelque chose d'immanent au monde. C'est-à-dire que la façon dont Dieu et les anges gouvernent le monde ne passe pas par le monde lui-même, par les processus cosmiques, les processus naturels, mais en fait passe par une activité décalée, séparée, qui est donc institutionnelle, hein, qui est dans la sphère du sacré. Et ça a des conséquences directes, puisque c'est la création et de l'Église et de l'État. Alors c'est des corps complètement autonomes, des sortes de calques qui se surimposent à une réalité. Exactement. Alors pour essayer de reprendre les deux bouts, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce modèle hiérarchique angélique qui sert à penser une première institution, évidemment, qui est l'Église, et il se trouve que les théologiens médiévaux ont aussi utilisé, alors dans un jeu de miroir, hein, qui va dans les deux sens, mais ont à la fois utilisé le modèle angélique pour penser des structures en fait qui sont proto-étatiques à partir de la fin du XIIIe siècle. Hein, il y a notamment en France, il y a une sorte de processus d'unification du royaume et de sortie en fait de la féodalité. Et donc ça c'est un processus qui a été étudié par les historiens médiévistes. Enfin, j'invente rien, hein, mais ce qui est très frappant, c'est de voir que il y a des textes qui nous montrent que le modèle de la hiérarchie angélique a servi en fait à faire ça, a servi à organiser différents domaines de pouvoir en les unifiant et en fait les hiérarchiser. Ça consistait à fabriquer une totalité dans laquelle ces différents pouvoirs intervenaient à différents niveaux, avec des fonctions différentes. Et donc ça joue dans la construction du royaume, qui est en fait une sorte d'ancêtre de l'idée d'État, comme ensemble politique autonome. Et en même temps, c'est cette réalité empirique d'exercice politique du pouvoir qui a aussi servi à gloser un peu, à incarner les modèles très très abstraits de l'angélologie. Donc il y a une chose qui est très frappante, c'est que on peut faire une sorte de genèse de l'État à partir de l'angélologie sans nécessairement passer par la question de l'Église. Alors évidemment, c'est des processus qui sont un peu intriqués, mais moi ce que je trouve assez frappant, c'est de voir que, encore une fois, le modèle hiérarchique angélique, il a servi à penser une réalité politique en dehors de la question tellement débattue au Moyen-Âge du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, de savoir qui est entre le pape et l'empereur, ou entre le pape et le roi, a le pouvoir, qui a quel pouvoir. C'est encore une autre question. Et ça, c'est un point que j'ai essayé de mettre un peu en évidence. Donc ça, c'est
une première chose. Et il se trouve que ce que je montre, peut-être qu'il faudra le développer plus amplement, mais juste pour donner les grandes lignes, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'à partir de cette disjonction autour de la question du mouvement des corps célestes, les anges ne sont pas les moteurs des corps célestes, mais sont en fait des gouvernants, des administrateurs de l'institution sacrée. Le fait finalement de retirer les anges du ciel physique, ça, c'est une sorte de vide qui a été en fait une opportunité, une possibilité pour penser les mouvements célestes autrement. Et petit à petit, alors je ne rentre pas dans les détails, mais le fait que ce ne soit pas des forces spirituelles qui soient à l'œuvre dans les mouvements naturels, ça a conduit progressivement à l'idée qu'en fait c'est des forces naturelles et que la nature elle se meut elle-même finalement. Et c'est là qu'on voit très précisément deux lignes qui nous font aller à partir de cette question de théologie, d'angélologie, d'un côté vers la constitution du domaine politique et de proche en proche à l'idée d'État, et d'autre part à la constitution de la nature et au développement de la science moderne avec l'idée de force naturelle, d'une autre totalité qui n'a rien à voir avec la sphère pratique politique qui est celle de l'État, qui est la nature avec ses lois, son fonctionnement. Et alors, par rapport à ça et au point que tu soulevais tout à l'heure, qui est de dire mais est-ce qu'en même temps il y a un pouvoir d'intervention plus directe sur le monde? Alors il faut distinguer deux choses, je crois. C'est le fait que il y a les idées, les discours, les théories dans lesquelles la science et la politique se sont pensées elles-mêmes, puis il y a les pratiques. Et je crois que c'est pas deux choses contradictoires, c'est-à-dire que moi je suis une certaine construction genèse de la modernité qui est celle de la séparation entre le politique et le cosmologique, qui renvoie finalement à cette grande catégorie que sont nature-culture, même si bon, c'est pas exactement ça qui m'intéresse, c'est vraiment quelque chose qui a trait au rapport entre la politique et le monde. Mais en même temps, il n'empêche pas qu'ensuite les êtres, les personnes qui agissent, opèrent dans le monde. Simplement, la grande difficulté, c'est qu'on a des catégories qui permettent plus trop de rendre compte de ça. Alors ça, c'est un point, évidemment, Bruno Latour a énormément travaillé sur cette espèce de paradoxe. Mais disons la grande difficulté, c'est d'avoir affaire à une pratique, à des activités qui ont un effet sur le monde et qui en même temps n'ont pas une grammaire qui permette de penser ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de montrer comment notre grammaire politique, nos catégories politiques sont, mais structurellement, par définition, par constitution historique, sont incapables de parler du monde, de rendre compte du monde. Et que les catégories, par ailleurs scientifiques, qui permettent de décrire le monde, n'ont, encore une fois, par définition, rien à nous dire de notre vie d'être politique. Et d'où la très grande difficulté, il me semble, à articuler aujourd'hui quelque chose de l'ordre d'une écologie politique, à faire du monde l'objet d'un discours politique, parce qu'en fait, me semble-t-il, encore une fois, par définition, par constitution, ces deux objets ne peuvent pas communiquer. Ce qui n'empêche pas que, sur un autre plan, oui, on agit dans le monde, et ça on s'en rend compte. Et juste pour dire une chose sur ce point, il se trouve que
on pourrait aussi travailler cette question, d'ailleurs ça a été fait, hein, à partir du Moyen-Âge. Sylvain Piron a écrit un livre qui s'appelle L'occupation du monde, dans lequel, à peu près à la même époque où se passe, un petit peu plus tôt, mais où se passent les débats dont on discute, il montre comment la théologie chrétienne a instauré un rapport au monde qu'il essaie de penser sous le terme d'occupation. Et il montre qu'il y a une sorte de pour le dire très rapidement, mais de descente du ciel sur la terre, et que le premier mouvement du christianisme, qui a été une espèce de fuite du monde, notamment dans les pratiques monastiques, s'est inversé à partir de l'an 1000, et qu'en fait, ce qui a dominé au Moyen-Âge, c'est un mouvement d'installation du sacré sur la terre, d'où le développement de la hiérarchie, des cathédrales, enfin, toutes ces choses-là, l'implantation du pouvoir religieux dans les villes, dans les centres urbains. C'est lié à ce mouvement d'installation sur la terre, d'occupation du monde. Une sorte de colonisation spirituelle, sacrale, colonisation de la grâce, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, occupation, c'est ce que dit Sylvain Piron, hein, c'est un mot qui est militaire. Et là, je crois qu'on peut, plutôt que de distinguer un peu abstraitement la voie de la séparation, et puis celle qui dirait qu'en fait, non, le pouvoir agit, ou pour le dire... creuse la terre, etc., hein, ce que montre Mohamed Amermeziane, mais bon, lui il travaille sur des choses qui se passent beaucoup plus tard par ailleurs, mais en fait moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est peut-être de penser la conjonction de ces deux choses, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça donne, un pouvoir qui en fait nécessairement est en prise sur le monde, au sens où on vit dans le monde, on vit sur une terre, donc forcément ce qu'on fait est pris là-dedans, est lié à ça, et en même temps, la façon dont on conçoit ce qu'on fait ne nous permet pas de comprendre le lien entre ce qu'on fait et le milieu dans lequel on le fait. Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de penser, c'est pourquoi on a construit notre vie pratique, éthique, politique, en la projetant dans un domaine qui se pense comme étant séparé du domaine dans lequel on a les deux pieds dans le monde. Et en fait, la grande difficulté, c'est ça. C'est que la façon dont on s'est installé dans le monde, pour reprendre l'idée de Sylvain Piron, dont on a occupé le monde, c'est une façon en même temps de ne pas y être. C'est l'occuper en disant, mais nous, ce qu'on fait, l'essentiel de notre vie pratique, spirituelle, etc., n'a rien à voir avec le monde dans lequel on est. Passe par un circuit différent. Et séparé du monde. Dans ta conclusion, en gros, tu abordes ces questions-là, tu les abordes aussi du point de vue de la crise de la modernité et des réponses apportées à cette crise de la modernité. Crise de la modernité qui définit un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, voilà, on sait un peu, il y a une distinction entre la nature, la culture, entre la politique, l'État, puis le cosmos de l'autre, et puis en fait, ça aboutit à quoi? Une énorme crise écologique, omnicide, où tout est en train d'être détruit, et tu critiques au moins deux approches de réponse à cette crise, celle des anti-modernes et celle des post-modernes. Est-ce que tu veux bien revenir dessus, expliquer pourquoi tu les critiques et de quel point de vue? Et enfin, tu ajoutes une sorte de méditation assez intéressante, aussi intéressante qu'elle est énigmatique, autour de l'idée de... Il faudrait repenser cette métaphore, la métaphorisation du politique, la métaphorisation du monde,
à travers l'idée de gouvernement du monde, mais peut-être abandonner cette notion aussi et trouver autre chose, mais simplement arriver à comprendre que c'est peut-être dans une certaine métaphorisation de nos rapports politiques et relatifs à la nature, au monde, etc., que se joue une sorte d'alliance, en fait, ou de résolution, enfin, je sais pas exactement comment tu le vois, toi, mais de retrouvailles avec le monde, défaire le d'un piège point de vue politique. théologico-politique. Oui, ça défait le clivage théologico-politique. Donc, en gros, crise de la modernité, les deux réponses que tu critiques, pourquoi tu les critiques, et c'est quoi ce truc de la métaphore que tu proposes qui est assez intéressant, mais qui est à la fin, et qui est une sorte d'ouverture vers peut-être autre chose. Alors, sur les deux approches, ce que j'appelais anti-moderne et post-moderne, c'est en quelque sorte deux réactions différentes à la même chose, qui est de penser une sorte de catastrophe de la modernité. Alors c'est bon, le problème avec ça, c'est que déjà en fait modernité est un petit peu un fourre-tout, et moi ce que j'ai voulu faire, par exemple, c'est une question que tu posais au tout début, à laquelle j'ai pas répondu, hein, mais c'était pas spécialement de faire remonter la modernité au Moyen-Âge, ce qui n'a pas énormément de sens. C'était de montrer que les problèmes qu'on a identifiés comme étant ceux de la modernité, par exemple la séparation entre la politique et le monde, en fait viennent de plus loin. Et j'ai voulu essayer pour en quelque sorte contribuer à élargir et approfondir toutes les discussions qui existent autour de ces questions relatives à la modernité, apporter d'autres matériaux et puis montrer un état du problème qui est un petit peu différent. Alors de fait ça nous emmène un peu loin a priori de ces questions, mais pour essayer de voir aussi ce que c'était que en fait un moment où les choses n'étaient pas pensées de la même façon. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette question médiévale, c'est de vraiment saisir un tournant dans lequel les choses n'étaient pas pensées avec les catégories modernes, et comment, tout d'un coup, en même temps, il n'a plus été possible de les penser avec les anciennes catégories. Il y avait l'idée d'un gouvernement du monde, et j'ai voulu voir comment cette idée s'est défaite, qu'est-ce qui l'a rendue impossible, pour voir en fait comment ce qui se passe dans la modernité est une sorte d'effet tardif d'un processus qui commence avant, mais dans lequel l'idée de politique en tant que telle, ou l'idée de monde comme monde naturel n'existe pas encore. Et donc c'est vraiment une sorte de tournant que j'essaye de saisir, et aussi peut-être pour essayer d'éviter cette réaction directe par rapport à la modernité, pensée comme voilà, la catastrophe, le point qu'il faudrait surmonter, ce qui est peut-être vrai à certains égards, hein, mais bon, c'est pas tellement ça qui m'intéressait. Et alors, la réaction, disons, anti-moderne, elle consisterait à dire qu'il y a quelque chose qui s'est délité dans la modernité, et qu'il faudrait remonter en deçà de la séparation pour je sais pas, réaffirmer, comme si c'était possible, réaffirmer une deuxième fois ce qu'avait été pensé à une époque. Bon, ça me paraît... au-delà de ce qu'on peut en penser, disons, idéologiquement, ça me paraît de toute façon très très difficile à articuler, étant donné qu'on ne peut pas faire comme si le développement de la rationalité politique moderne et le développement de la rationalité scientifique je sais pas, ne conditionnait pas la façon dont on est capable tout simplement de penser, de considérer les choses. Donc remonter en deçà, c'est compliqué. Par ailleurs, ça fait aussi intervenir, je pense, une donnée, alors qui est une question dont on peut discuter, mais qui est que
l'édifice hiérarchique, on a envie de dire, il fonctionne assez bien quand il est fondé théologiquement. C'est d'ailleurs ce qui permet que ça fonctionne. Dans une époque assez largement déthéologisée, comme l'époque contemporaine, qu'est-ce qu'on a comme ressources pour faire tenir un édifice comme ça. Donc voilà pour en quelque sorte la difficulté à être anti-moderne dans ce sens-là, hein, c'est que ça implique sans doute aussi quelque chose d'un peu réactionnaire, quoi, tout simplement revenir en deçà de la catastrophe. La difficulté que j'ai par rapport à ce que j'appelle une position postmoderne, alors encore une fois, hein, c'est des étiquettes, hein, c'était pour être un peu schématique et aller vite, mais c'est que je trouve que la pensée à partir de la fin du 19e et au 20e siècle, notamment beaucoup dans la philosophie, a énormément développé un grief contre l'objectivation du monde, qui serait donc le fait de la rationalité scientifique, la rationalité moderne comme rationalité scientifique, objectivante. Voilà, je sais pas, depuis Descartes, peu importe où on met le curseur, hein, mais cette idée qu'on aurait mathématisé, quantifié, objectivé, réifié le monde, et qu'en fait c'est ça qui nous tiendrait à distance du monde. C'est des choses qu'on voit dans le spiritualisme, dans le vitalisme ou dans... Ouais, tout à fait. Puis dans la phénoménologie. Dans la phénoménologie. Et de ce qui passe de ces traditions-là, ensuite, dans la pensée plus récente, quoi, à partir des années 60, et aussi dans sa dimension plus politique. Mais disons, moi, ce qui me paraît un peu trop court dans ce type de critique, qui dirait, faut essayer de réhabiter le monde, de retrouver une espèce d'immédiateté pratique de notre rapport au monde, c'est que elle interroge pas, ou pas suffisamment en tout cas, la constitution même de cette idée de pratique et de ces catégories-là. Et que ce que j'ai voulu montrer, c'est à quel point les deux rationalités modernes, la rationalité politique et la rationalité scientifique, venaient d'une même source, d'un même mouvement de disjonction, et qu'en fait on ne pouvait pas se contenter de critiquer l'une sans critiquer l'autre. Et donc ce qui me paraît trop court dans ce que j'ai appelé, encore une fois très rapidement, la réaction postmoderne, c'est dire, la modernité s'est complètement trompée, elle a fait du monde quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, il faut qu'on retrouve le rapport au monde. Mais en fait, retrouver le rapport au monde sans questionner l'idée le sujet éthique, pratique, hérité de la modernité, me paraît une très grande difficulté. Du coup, pour en quelque sorte éviter ces deux écueils, le point à partir duquel on me dit qu'on pourrait essayer de reprendre la question, c'est le point sur lequel on tombe, encore une fois en remontant en deçà de la modernité, et donc c'est cette espèce d'immense question du gouvernement du monde. Et c'est là qu'intervient la question que tu posais sur la métaphore. C'est que en fait, l'idée de gouvernement du monde, elle repose sur une opération qu'on peut repérer déjà dans la cosmologie antique, hein, et puis qui va jusqu'au Moyen-Âge, et qui continue au-delà sous des formes un peu différentes, mais qui est d'injecter
dans le discours sur le monde une image politique. C'est quelque chose qu'on trouve chez Aristote. Par exemple, Aristote, il fait une partition très très claire entre le monde d'en haut, le monde des étoiles, et le monde terrestre, en disant bon, c'est deux domaines cosmiques qui fonctionnent de façon très différente, et il se trouve que le domaine terrestre, étant donné qu'il est contingent, il laisse une place à la liberté, doit donner naissance à une activité qui est celle de la politique, en gros. Et malgré cette séparation très très grande, il a besoin, d'une certaine façon, quand même, pour penser le fonctionnement du monde sidéral, astral, il a besoin d'une image politique. Il y a un besoin d'articuler le monde et la vie terrestre d'une façon qui n'est pas tout à fait conceptuelle et qui est métaphorique en fait. Alors très concrètement de quoi je parle, c'est des idées, des images qui seraient que le monde et le cosmos est une grande république, que voilà, il y aura une royauté céleste, que c'est ce genre d'images qu'on trouve dans toute la littérature cosmologique, philosophique et théologique aussi. Et en fait, il m'est apparu que ce qui se passe au XIIIe siècle peut être diagnostiqué comme une crise de cette métaphore. Un moment, gouvernement du monde ne peut plus s'entendre, ça ne fonctionne plus, et gouvernement devient quelque chose de très très littéral. On ne peut plus penser le gouvernement du monde comme le fait d'actionner les mouvements des étoiles, des planètes. En fait, gouvernement, d'un coup, veut dire très précisément des actes institutionnels, administratifs. Agamben parlait de bureaucratie céleste pour décrire la hiérarchie. Donc, il y a une littéralisation, en quelque sorte, de l'idée de gouvernement, et en même temps une littéralisation de l'idée de monde. Le monde n'est plus une entité gouvernée, politique. Les rapports entre les astres ne sont pas des rapports, n'ont aucune texture éthique. C'est des jeux de force, c'est de la mécanique. Et moi, la question que je pose, c'est ce qu'il en est de la métaphore politique aujourd'hui, c'est-à-dire quelles sont les possibilités les politiques de la nature, en quelque sorte, de réactiver ou de remettre en jeu ça. Et je pense que ça peut pas se faire par un coup de baguette magique, c'est-à-dire que repolitiser le monde, on me demande souvent si la suite ce sera la repolitisation du monde. Je suis pas sûr que ça puisse se faire aussi simplement que ça, parce que, encore une fois, les ressources dont on dispose, les catégories, les images politiques dont on dispose, sont sans doute un peu mal taillées pour rendre compte de ce qu'on a en face de nous aujourd'hui comme monde, et que par ailleurs la science nous permet de comprendre et de décrire. Et donc, c'est presque d'abord à un niveau, disons, un peu plus méthodologique que je pense qu'il y a un déplacement à faire, qui est de se dire, bon, on ne peut pas s'en sortir avec la pure conceptualité. Il y a sans doute une attention à avoir à la texture métaphorique aussi de notre pensée. Et en tout cas, je pense qu'il y a sans doute à gagner en ayant une attention particulière au terrain, encore une fois, métaphorique, imaginaire, qui est une espèce de soubassement de la pensée, et dont un philosophe qui a énormément travaillé là-dessus, qui est Hans Blumenberg, et qui montre qu'en fait ce que trahissent, ce dont les métaphores dans la pensée sont le symptôme, c'est de notre attitude pratique par rapport au monde. Et donc,
il me semble que c'est sur ce terrain-là, pas uniquement hein, évidemment, mais qu'on gagnerait beaucoup à travailler aussi sur ce terrain-là, et qu'en fait, peut-être que toutes les entreprises aujourd'hui qui sont tout à fait intéressantes hein, et engageantes, mais de tentatives de penser des politiques de la nature, ou simplement de tout ce qui tourne autour de la question d'une écologie politique, pourrait sans doute bénéficier d'un travail conceptuel qui essaye de réviser, redéfinir la grammaire avec laquelle on essaie de penser ça, en ayant une attention particulière encore une fois à la dimension métaphorique qui est véhiculée et qui conditionne très largement les catégories qu'on utilise. Et justement, toi, par rapport à ton parcours historique, tu dis ni anti-moderne ni postmoderne, comment est-ce que tu lis, puisqu'on tourne autour de ça, politique de la nature, toute la proposition qui a été faite par la Tour du Parlement des choses, est-ce que toi, ça te semble quelque chose qui mord sur le problème, que tu définis assez précisément, ou est-ce que c'est encore un peu en décalage pour toi ? Non, c'est-à-dire que c'est en plein dedans. Moi, il me semble que malgré tout, alors qu'il y a quand même il y a un travail conceptuel qui est largement amorcé par la Tour autour de ces questions, mais bon, moi il me semble quand même que qu'alors qu'il a énormément disséqué tout le domaine scientifique, justement pour essayer d'en sortir autre chose, il me semble qu'il est beaucoup plus clément avec les catégories politiques, et que il y a quelque chose qui à mon sens n'est peut-être pas suffisamment questionné quand on parle par exemple de Parlement des choses, et puis ces différentes métaphores dont on voit aussi que elles n'ont pas forcément la même systématicité, c'est-à-dire qu'il y a une diplomatie, il y a un parlement, alors on convoque un peu ces catégories, on en fait un petit peu des images, on essaye d'aller un peu plus loin là-dedans, mais il y a sans doute quelque chose d'un questionné, par exemple, dans le fait que, je sais pas, qu'une décision collective est quelque chose qui passe par un dispositif qui s'appelle Parlement. Pourquoi la décision d'un collectif, hein, c'est les termes qu'utilise la Tour en plus, mais doit se faire principalement par des êtres qui parlent et qui échangent du langage, des idées. Est-ce que c'est seulement par le biais du langage que quelque chose comme une décision collective, pour ne pas dire politique, mais peut être pris, et sans doute l'idée même de politique, en fait, elle présuppose ça, et là il y a quelque chose à... Alors encore une fois, c'est pas, je veux dire, je pense que les propositions de la Tour sont très intéressantes, mais est-ce qu'on peut se contenter de continuer, par exemple, à faire reposer la pratique sur l'échange verbal, s'il s'agit de penser des collectifs qui impliquent des choses qui fonctionnent autrement que par le langage, ou par ce type de langage. Bon, ce serait une chose, par exemple, mais il y a peut-être... encore, alors ça, je le dis à titre de question, hein, c'est vraiment loin d'être une certitude, mais peut-être qu'on est vraiment coincé par l'idée même de politique dans les questions et les décisions qu'on a à prendre aujourd'hui dans le monde et face au monde. Et que même ce signifiant-là, politique, en fait, il est assez embêtant, quoi. De quoi on parle quand on dit que quelque chose doit devenir politique, et qu'est-ce que ça charrie de réinjecter ce signifiant à chaque fois dans nos discours, nos entreprises. Et pour toi, est-ce que ce blocage-là de la notion de politique, plus le blocage, la catastrophe très concrète dans laquelle on est, est-ce que pour toi ça nous remet dans un moment
qu'on pourrait dire avec 1000 guillemets comme similaire au XIIIe siècle, dans le sens où on rejouerait cette énorme pression à essayer d'articuler cosmos et quelque chose comme politique, mais quelque part dans l'autre sens, puisque eux, ils ont tout fait pour que ça tienne ensemble, et ils ont eu cette espèce d'énorme probité de dire on n'y arrivera pas. Est-ce que toi, tu sens un travail de fond comme ça qui s'opérerait aujourd'hui ? Juste pour compléter, mais d'une manière un peu absurde, mais d'une certaine manière, le problème théologique qu'on voit avec la tour, c'est un peu, est-ce que la Terre, elle est consciente, quoi ? Est-ce que la Terre, elle fait de la politique en tant que Terre, quoi ? Genre, qu'est-ce que c'est Gaïa ? Est-ce que c'est un mythe ? Est-ce que c'est une entité physique ? Est-ce que c'est une entité cybernétique ? Est-ce que c'est plus que ça, moins que ça ? Donc, d'une certaine manière, notre question théologique, les anges meuvent-ils les astres ? Pour nous, la question, c'est la Terre, c'est un sujet politique ou pas ? C'est une classe politique ou pas ? Est-ce qu'il y a une classe géosociale en cours ? Enfin, bref, voilà. Ouais, sans doute, il y a enfin, je veux dire, il y a un travail comme ça qui est engagé. D'ailleurs, ce que je disais avant, hein, c'est que il y a des enjeux, enfin, dans le livre qui sont vraiment propres à la période médiévale et qui sont de l'ordre de l'histoire de la pensée. Et puis, voilà, j'ai voulu mobiliser ce segment-là d'histoire de la pensée pour contribuer à un champ de questions qui est très large et dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont mises en mouvement et auxquelles j'emprunte aussi, parfois consciemment et parfois, je pense, moins consciemment, un certain nombre d'intuitions, d'idées. Et donc, oui, c'est une contribution à cette réflexion très générale. Et je sais pas, alors pour le dire comme ça, est-ce qu'on pourrait dire que une formulation de la question, ça pourrait être, je sais pas, est-ce que les humains sont moteurs de la transition écologique aujourd'hui? Est-ce que c'est faisable en fait? Est-ce que l'humain pensé comme sujet politique, libre, rationnel, enfin, tout ce dont on hérite, hein, de la construction occidentale et pré-moderne puis moderne de la politique, est-ce que ça rend aujourd'hui l'être humain capable de quelque chose comme une transformation du monde, du rapport au monde? Ça pourrait être une reformulation de la question. On pourrait essayer de voir, enfin, pourquoi en fait ça ne marche pas ou ça ne marche pas bien, et du coup qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre moteur d'une réparation du monde, d'une transformation de la relation au monde. Peut-être la meilleure solution, c'est de ne pas être interventionniste pour pouvoir régler le problème, mais juste d'arrêter de faire des trucs. Mais pas nous, hein, mais... Moi, j'ai pas la solution, après c'est une autre question, hein, je veux dire, la pratique, elle trouve... la pratique, elle donne des réponses pratiques à des problèmes pratiques. Voilà, là, ce que je fais, c'est un travail sur des catégories, des concepts, en espérant qu'ils permettent un petit peu je sais pas, de reproblématiser certaines choses dans lesquelles on tourne en rond. Et, voilà. Mais tu avais l'air de dire que le concept de politique, d'une certaine manière, faudrait s'en retirer un peu, s'en trépaner du cerveau, la sortir et essayer de penser autrement. Est-ce que tu as l'idée d'un concept qui pourrait orienter ou diriger cette manière de reconceptualiser la pratique en relation à ce monde en tant que Terre ou quelque chose comme ça, au niveau proprement théorique, hein, parce que évidemment, pratiquement... Alors, j'ai pas sortir un lapin du chapeau en disant ça y est, ça c'est le truc à faire maintenant, je sais pas, fini la politique et le nouveau mot d'ordre, c'est j'ai ni envie de le faire, ni la capacité de le faire. Par contre, il y a un point qui m'intéresse, dont j'assume le caractère un petit peu bizarre, c'est que bon, en gros, je prends le
je pars du problème moderne, je remonte en arrière et je dis toute cette question de nature-culture, de politique et de science, elle commence avec une question sur les anges et sur le rapport des anges aux astres. Et il y a une chose dans toute cette discussion dont on parle finalement assez peu, nous on n'a pas du tout parlé, qui pourtant était fondamentale au début, exactement, c'est les astres. Et en fait, une chose qui me paraît, disons, un peu courte dans la façon dont on réinvestit aujourd'hui la catégorie de monde, l'idée de monde, c'est le fait que notre monde s'arrête s'arrête assez près de nous. De plus en plus, aujourd'hui par exemple, on dit qu'en fait la grande question c'est celle de la zone critique, et que finalement c'est de ça qu'il faut parler, que c'est là que se joue vraiment la chose. Alors c'est sans doute tout à fait pertinent à plein d'égards. Mais moi je peux pas m'empêcher de penser que voilà, à une époque, la praxis humaine s'est pensée dans un monde dans lequel il y avait des astres, et elle a tenu compte de ça. Je me demande ce que ça pourrait être aujourd'hui d'essayer de remesurer notre praxis, la praxis humaine, à des êtres aussi lointains et énigmatiques que sont les astres.